Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, les échos du passé, le premier pack de la campagne La Route de Carcosa. Alors la première carte gardien du pack, c'est Sauvetage héroïque. Un événement qui coûte 1, qui a les traits esprit et tactique, donc ça entre dans le deck de Calvin White. Rapide à jouer quand un ennemi non élite devra attaquer un autre investigateur dans votre lieu. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place. Ensuite, infligez-lui un dégât. Alors là, on est sur une carte rapide qu'on va pouvoir donc jouer suite à une attaque d'opportunité ou une attaque pendant la phase des ennemis. Le premier intérêt de cette carte, c'est que vous allez éviter une attaque contre un investigateur, par exemple l'enquêteur du groupe, qui a très probablement une santé assez faible. Vous lui évitez l'attaque. Ensuite, s'il s'agit d'une attaque d'opportunité, comme vous avez engagé l'ennemi, cet investigateur n'est plus concerné par les attaques d'opportunité. Donc, par exemple, l'enquêteur, évidemment, il faut que les deux investigateurs soient dans le même lieu, mais l'enquêteur va démarrer une action d'enquête, ça déclenche l'attaque d'opportunité. Le combattant, le gardien, joue sauvetage héroïque, il engage immédiatement l'ennemi. Bon, il résout l'attaque contre lui, mais du coup, ça veut dire que l'enquêteur, déjà, il résout sa première enquête, puis il peut en faire deux autres sans soucier de l'ennemi. Et éventuellement, sortir du lieu dans lequel il n'a plus besoin de rester. Alors, résoudre l'attaque contre l'investigateur qui joue sauvetage héroïque. Si c'est un gardien, ou au moins un combattant, a priori, il a beaucoup de points de vie. Il a probablement des alliés qui peuvent encaisser un petit peu. Par exemple les horreurs, si vous jouez des flics en patrouille de niveau 2, sur chacun, vous mettez une horreur. Donc ça va pas être un problème. Sur Calvin White, ça peut même être très intéressant dans la mesure où les points de dégâts les jetons dégâts et les jetons horreur vont booster ses capacités. Et bien évidemment, ça entre bien dans un archétype de tank. Par exemple, si vous jouez William Yorick dans un groupe à 3-4 investigateurs, William Yorick a manteau de cuir, il a précieux souvenirs, il a de quoi encaisser plein de dégâts, et il capture entre guillemets les ennemis qui devraient attaquer d'autres investigateurs. Voilà. Puis bon, infliger un dégât à l'ennemi qui venait d'attaquer, ouais, ça sera la plupart du temps assez anecdotique dans la mesure où ça suffira pas à le tuer. Par contre, ça peut être pour un ennemi qui a un nombre de points de vie impair, ça peut être le dégât qui fera économiser une munition. Donc c'est une très bonne carte, plutôt pour 3-4 investigateurs. En solo, évidemment, ça sert à rien. En duo, ouais, éventuellement, mais c'est surtout à 3 ou 4 joueurs, ça se révèle très intéressant. Dans ce pack, il y a une série de 5 aplombs, un par classe. Chez les gardiens, c'est l'entraînement au combat. C'est de niveau 1, ça coûte 1, c'est un soutien qui a les traits talent et aplomb. Ça a 1 point de santé mentale, c'est rapide, on peut avoir qu'un seul aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à entraînement au combat avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Et en action rapide pour une ressource, vous gagnez plus 1 combat ou plus 1 d'agilité pour le test de compétence. Donc, ça coûte 1, c'est-à-dire que c'est moins cher que les talents de la boîte de base. Ça vous permet de booster 2 statistiques, pas les deux mêmes. L'entraînement physique de la boîte de base, c'est force et volonté, là c'est force et agilité. Bon, rapide, vous le mettez en jeu quand vous en avez besoin. Ça coûte 1. Et ça a 1 point de santé mentale et les horreurs non directes doivent être assignées sur cette carte avant de pouvoir être assignées sur l'investigateur. Donc c'est-à-dire que la carte va pas rester longtemps en jeu si vous n'avez pas d'autres soutiens sur lesquels mettre les horreurs. Parce que si vous avez une horreur non directe et que vous ne pouvez la mettre que sur votre carte investigateur ou sur l'aplomb, c'est sur l'aplomb et donc l'aplomb est défaussé. Moi j'ai jamais joué ça, enfin cette carte là ou un des autres aplombs. Ça va revenir à beaucoup de ressources à la longue, il va falloir le conserver en jeu, rapide et intéressant, mais bon, je pense que ça intéresse dans quelques types de decks, mais moi j'en ai encore jamais vu l'intérêt. Alors, carte chercheur. Planche anatomique, c'est un événement qui coûte 1, perspicacité, donc rejouable avec mémoire et idétique. Rapide à jouer lors du tour de n'importe quel investigateur. À jouer uniquement si votre santé mentale restante est d'au moins 5. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu.
Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, cet ennemi perd 2 combats et 2 évasions. Alors, c'est une carte que je n'ai jamais utilisée. Alors, c'est intéressant de diminuer le combat et l'évasion d'un ennemi pendant le tour d'un autre joueur, d'un autre investigateur, a priori l'investigateur combattant. Alors, avoir une santé mentale d'au moins 5 pour un chercheur, c'est pas trop dur. Moi, par exemple, Daisy Walker, je dirais de mémoire qu'elle commence à 9, donc elle a de la marge. Le fait que ça concerne que les ennemis non élites, les ennemis les plus dangereux sont les ennemis élites, justement. Du coup, moi je suis un peu dubitatif. Si vous voulez vraiment booster un combattant, vous pouvez utiliser une encyclopédie, vous lui donnez plus de combats. Et c'est un soutien que vous pourrez utiliser chaque tour si nécessaire. Le combattant lui-même, il peut se donner du combat. Du coup, là, moins de combats et moins de évasions contre un ennemi non élite, donc pas un des plus costauds. Je sais pas trop, peut-être dans un deck chercheur solo, vous avez besoin d'une solution de combat, vous mettez planche anatomique avec l'idée, je joue ça pendant mon tour, mon ennemi il a moins 2 de combat, moins 2 d'évasion, ça la ramène à une valeur de 1, 2 maximum, avec de la chance à 0, et du coup là je peux combattre avec de vraiment bonnes chances de combat malgré ma caractéristique de base faible. Mais bon, j'ai encore jamais fait de chercheur en solo. Quand je joue un chercheur, il y a toujours un combattant très efficace à côté. Du coup, moi, je ne suis pas convaincu du tout. Théorie scientifique, c'est l'aplomb des chercheurs. Ça donne plus 1 d'intelligence ou plus 1 en force. Même particularité que l'entraînement au combat. Alors là, plus 1 d'intelligence, plus 1 en force, ce sont les 2 caractéristiques les plus intéressantes en solo, de l'enquête et du combat. Voilà. Du coup, j'ai jamais utilisé, mais je pourrais éventuellement l'envisager avec Joe Diamond. Je l'ai encore jamais joué, mais Joe Diamond, il a 4 en intelligence, il a 4 en combat, 8 de santé, 6 de santé mentale. Il a dans son deck des armes spéciales, il a 4 d'intelligence, il a 4 de combat, il a la possibilité, oui, d'avoir des cartes chercheurs et des cartes gardiens. Je pense que j'ai dû dire 1 ou 2 fois que c'est l'anti-Roland Banks. Joe Diamond, avoir un soutien en jeu qui lui permet de booster sa force ou son intelligence, ça peut peut-être l'intéresser pour faire du solo. Plus que les autres soutiens auxquels il a accès qui vont faire volonté et force ou volonté et intelligence. Alors, plus tard, en cours de campagne, il sera peut-être plus intéressé par études supérieures pour booster son intelligence. Et pour le combat, peut-être qu'il se reposera plus sur les flics en patrouille et coups vicieux. Mais bon, pour lui, ça peut être une piste. Ah oui, dans les remarques, dans la critique juste en dessous, ils font remarquer que théorie scientifique, ça peut être utilisé par Roland Banks. Effectivement, c'est vrai, j'y pensais plus. Roland Banks, oui, peut l'inclure si vous le jouez en solo. Sachant que moi, Roland Banks, quand je l'ai testé en solo, j'avais plus misé sur les boosts en combat. Et pour les enquêtes, Roland Banks, il a sa capacité spéciale, il a preuve, il a scène de crime, éventuellement il pourrait utiliser interroger. Il peut inclure aussi des étudiantes en art. Du coup, en solo, où normalement dans la plupart des scénarios, il n'y a pas des masses d'indices, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup booster son intelligence. Enfin, il n'a pas besoin de payer pour booster son intelligence test par test. Il va plus être intéressé par une lampe torche pour diminuer la difficulté 3 fois, par une loupe, par l'appareil photo à souffler pour avoir un bonus continu en intelligence, etc., etc. Alors, le coup de poing américain, c'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, c'est un objet, une arme, de corps à corps et illicite. Action combattre, cette attaque inflige plus 1 dégât, l'ennemi attaqué gagne riposte pour cette attaque. Bon, c'est une arme qui peut infliger les dégâts 2 par 2. Ok. Mais par contre, ça donne un riposte à l'ennemi. C'est-à-dire que si vous ratez, vous prenez une attaque de l'ennemi. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un dire du bien de cette carte. Voilà. Je l'ai jamais utilisé. Ok, ça vous permet de faire 2 dégâts d'un coup, mais ça vous aide pas à faire les dégâts, il n'y a pas de bonus de force, et en plus, si vous ratez, vous prenez une riposte. Donc vraiment, toutes les armes, même les armes des truands qui au niveau 0 sont pas forcément géniales, ont un intérêt, ont quelque chose de plus.
que ça soit le cran d'arrêt, que ça soit le Derringer 41, que ça soit la Lupara bien sûr. Mais bon, là, ça demande beaucoup d'expérience. Enfin, vraiment, le coup de poing américain, là, je vois absolument pas dans quel contexte on pourrait le vouloir. Téméraire. L'aplomb détruant, qui lui donne un bonus en volonté ou en agilité. Alors, l'agilité pour les truands, ça peut toujours être intéressant. Que ça soit pour l'évasion, que ça soit pour les attaques qui se font à l'agilité, ou alors pour les outils de crochetage qui font de l'enquête à agilité plus intelligence. La volonté, il y a des truands qui ont assez peu de volonté, comme Schizotool et Finn Edwards, donc ça pourrait les intéresser. Mais volonté et agilité sont aussi les deux caractéristiques potentiellement les plus intéressantes pour Sefina Rousseau, vu qu'elle est truand mystique. Donc du boost en volonté pour ses sorts, du boost en agilité pour s'évader des ennemis qu'elle ne veut pas combattre ou pour enquêter avec ses outils de crochetage, ça peut être très intéressant pour elle. Mais encore une fois, il y a les restrictions typiques des aplombs, c'est-à-dire que la carte, faudra la piocher, faudra la payer pour la mettre en jeu, faudra payer pour l'utiliser, et elle risque de partir assez vite. David Renfield, eschatologue émérite, je crois, c'est la traduction du sous-titre. Donc un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, c'est un allié, un mécène. Tant que David Renfield a au moins une fatalité sur lui, vous gagnez plus 1 en volonté. Action rapide, inclinez David Renfield. Vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield, gagner une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Alors je trouve cette carte géniale. Il faudra bien la manipuler, mais ça peut être extrêmement puissant. Bon, c'est un allié pour 2, ça va. Plus 1 en volonté, tant qu'il y a une fatalité sur lui, bon, le boost de 1 en volonté, c'est toujours intéressant pour un mystique. Ça les fera passer à 5, voire 6. Et comme selon les moments, ça fera office de caractéristiques pour combattre ou de caractéristiques pour enquêter, ça fait 6. Avant tout boost de soutien ou autre. Donc vraiment très intéressant. Alors, inclinez David Renfield, vous pouvez placer une fatalité sur lui, ensuite vous gagnez une ressource pour chaque fatalité sur lui. C'est-à-dire que si vous avez besoin de beaucoup de ressources, mettons vous arrivez à le jouer au premier tour, vous le posez, vous l'inclinez, vous mettez une fatalité dessus, vous gagnez une ressource, et maintenant vous avez plus 1 en volonté. Deuxième tour, vous remettez une fatalité dessus, maintenant vous gagnez 2 ressources. Enfin quand je dis deuxième tour, je veux dire deuxième tour où vous l'utilisez, donc troisième tour de la partie. La fois suivante, 3 fatalités, vous gagnez 3 ressources. C'est-à-dire qu'en 3 tours, il vous a rapporté 6 ressources. Voilà. Alors, comme toutes les cartes qui utilisent des fatalités, il va falloir gérer les fatalités. Il va falloir s'assurer que vous arrivez à vous en débarrasser. Alors David Renfield, il n'a qu'un point de santé mentale. C'est-à-dire par exemple que si vous jouez le flétrissement, voilà, si vous piochez un symbole négatif, vous subissez une horreur, vous infligez cette horreur à David Renfield et hop, il est mort. Ou alors éventuellement vous utilisez peut-être, comme vous avez un mystique qui a plus de santé mentale que de santé physique, vous avez peut-être les analgésiques. Voilà, les analgésiques, vous subissez une horreur, vous soignez un dégât, vous mettez l'horreur sur David Renfield. Vous avez aussi le rituel du clair de lune. Vous retirez toutes les fatalités sur une carte. Et enfin, si ma mémoire est bonne, il reste... Je crois que j'ai déjà parlé de toutes ces cartes dans d'autres vidéos. Voilà, sacrifice. Défaussez un soutien mystique que vous contrôlez. Ensuite, piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux. Une fois que David Renfield vous a rapporté 6 ressources, vous le sacrifiez. Soit pour gagner 3 ressources de plus, soit pour piocher 3 cartes ou pour combiner les deux. Donc voilà, David Renfield, il va constituer une grosse source de ressources. Il va constituer un boost intermittent de votre volonté. La chose importante, ça sera de gérer les fatalités. Parce qu'une fois que vous lui avez mis 3 fatalités dessus et qu'il vous rapporte 3 ressources, il y a 3 fatalités de plus en jeu qu'il faut compter qu'il faut compter pour la limite de fatalité de l'intrigue. Mais bon, ça devrait pas être trop difficile entre les horreurs infligées par les ennemis, les flétrissements qui infligent une horreur, les analgésiques, ou aussi la carte demander un service. Voilà, vous le ramenez dans votre main et vous allez chercher un autre
allié, par exemple l'initié aux arcanes. Avec David Renfield, vous générez plein de ressources. Quand ça devient trop dangereux de l'avoir en jeu, vous le ramenez dans votre main. Vous posez l'initié aux arcanes, vous allez chercher un sort, et vous avez les ressources pour jouer ce sort-là. Alors, inébranlable. Alors ça, c'est l'aplomb des mystiques, et il est un peu spécial. Parce que lui, il ne booste pas directement des caractéristiques, mais il vous donne +1, une valeur de compétence pour un test quand on utilise une carte sort. Donc voilà, vous êtes un mystique, vous avez des sorts. Si c'est un sort qui marche à la volonté, vous pouvez le booster. Si c'est un sort qui marche à l'agilité, vous pouvez le booster, etc. etc. Alors, précieux souvenir pour les survivants. C'est un soutien qui coûte 0, qui occupe l'emplacement d'accessoires, qui a 2 points de santé mentale. Et ben voilà, c'est un tampon à horreur qui est gratuit. Il faudra juste une action pour le poser. Un tampon c'est bien. Chez les survivants, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'accessoires, moins que chez les mystiques par exemple. Et ça va s'avérer particulièrement utile dans un deck William Yorick. Vous mettez ça en jeu, dès que William Yorick doit encaisser des horreurs, il les met sur le précieux souvenir. Le précieux souvenir est défaussé, dès qu'il a vaincu un ennemi, il remet le précieux souvenir en jeu gratuitement. Et ça se combine bien avec le manteau de cuir. Voilà, un deck William Yorick, précieux souvenir, manteau de cuir. Il a un exemplaire de chaque enjeu. Les premiers points de dégâts et d'horreur, il les met sur ces 2 soutiens-là. Dès qu'il y en a un qui part à la défausse, il essaie de le ramener à la fin de son combat suivant. Alors, courageux. L'aplomb des survivants qui donne des bonus en volonté et en intelligence. Ouais, je sais pas trop. Les survivants solo, j'ai pas fait des masses. La volonté, ça peut servir contre les cartes traîtrises du deck de rencontre. L'intelligence, ouais, c'est intéressant pour l'enquête, bien sûr. Ça sera alterné entre regarder ce que j'ai trouvé parce qu'on a raté un test d'intelligence, enfin un test d'investigation, et qu'on veut récupérer 2 indices d'un coup, et tous les tests où on va devoir booster son intelligence. Alors par contre, il faudra dépenser des ressources. Alors je sais pas. Soit vous avez un survivant qui est pas trop fauché et vous avez des ressources à dépenser, soit au contraire vous les jouez un survivant fauché et dans ce cas-là vous allez intégrer courageux pour dépenser les ressources qui vous restent. Phase d'entretien, vous prenez une ressource et puis pendant le tour suivant, vous faites une enquête, vous dépensez votre unique ressource pour gagner plus en intelligence avec courageux. Vous n'avez plus de ressources, ça déclenche cacher son jeu. Et si votre investigateur de base il a 3 en intelligence, là d'un coup il passe à 5. Deuxième série dans ce pack, les compétences désespérées. Alors il y en a une pour chaque caractéristique. Qu'est-ce que ça de particulier ? Vous avez le droit d'en attribuer une au maximum par test de compétences. Vous ne pouvez en attribuer une que si la santé mentale restante est 3 ou moins. Et vous avez 4 icônes. Donc un boost de 4, c'est énorme. Mais un seul par test, quand même un bonus de plus 4 par test, ça suffit. Il y a vraiment un problème si vous avez besoin de donner plus 8 à votre test. Et une santé mentale restante de 3 ou moins. Alors ça veut dire que ce sont des cartes qui seront plus faciles à jouer avec des combattants. Parce que les combattants en général ont beaucoup de santé physique, mais peu de santé mentale. Donc si vous jouez Roland Banks par exemple, une fois qu'il s'est pris 2 horreurs, il lui reste plus que 3 points de santé mentale. Voilà. Alors, donc, faites vos prières pour la volonté, recherche désespérée pour l'intelligence, attaque inconsidérée pour le combat, sauf qui peut pour l'agilité. Ces cartes-là, par contre, elles vont bien comboter avec Yaotl. Yaotl, c'est un allié survivant qui est dans le pack La Civilisation Oubliée. Ce qui vous permet de faire, c'est de l'incliner et de donner à chaque compétence, pendant votre test de compétence, un bonus égal au nombre d'icônes de compétences correspondantes sur la carte du dessus de la pile de défausse. Autrement dit, vous avez Yaotl en jeu et une compétence désespérée, mettons recherche désespérée. Vous faites un premier test, une première enquête. Vous utilisez recherche désespérée, ça vous donne plus 4. La compétence part dans la défausse. Vous lancez une deuxième investigation, vous utilisez Yaotl et vous donnez plus 4. Donc vous réutilisez la compétence que vous venez d'attribuer, que ça ait réussi ou pas, ou alors, s'il y a des effets qui vous forcent à vous défausser, si vous avez été obligé de vous défausser d'une carte, vous mettez sur le dessus de votre deck
cette recherche désespérée en prévision du prochain test. J'étais un peu déconcentré, j'espère que je me suis pas arrêté au milieu d'une phrase. Donc, oui voilà, ces compétences désespérées, un bonus de plus 4, c'est énorme. Même la plupart du temps, ça sera pas nécessaire. Avoir une santé mentale de 3 ou moins, ça sera plutôt dans des decks de combattants, début de campagne, en fin de campagne, si vous avez encaissé beaucoup de traumas mentaux, ou si le dernier scénario est dur, et que vous en prenez plein la gueule pendant le dernier scénario, ça pourra servir à n'importe qui. Moi je les utilise assez peu, mais de façon générale j'utilise assez peu de compétences. Et surtout en fait voilà, moi j'utilise assez peu de compétences qui ne font que donner des bonus de compétences. J'ai plutôt tendance à soit utiliser des compétences très polyvalentes, du style plus 3 icônes libres, enfin 3 icônes libres, donc plus 3 dans n'importe quelle compétence sous réserve, ou alors des compétences qui donnent un bonus au résultat, par exemple déduction qui permet de trouver 2 indices à la fois, ou coup vicieux qui permet d'infliger 2 dégâts en une attaque. Enfin, 2 dégâts de plus, 3 au total pendant une attaque. Voilà, dernière carte du pack, c'était assez rapide, hein. Comme il y a 5 aplombs et 5 compétences désespérées, il n'y a pas l'impression de ne pas voir beaucoup de cartes différentes. Alors le récapitulatif, sauvetage héroïque, intéressant en duo, très intéressant en multi, voilà, pour éviter à un enquêteur d'être embêté par un ennemi. En multi, à 3 ou 4 investigateurs, ça sera très bon si vous avez dédié quelqu'un un rôle de tank, par exemple William Yorick, et que vous avez conçu son deck de sorte à ce qu'il puisse encaisser beaucoup. Même s'il a déjà joué toute sa phase d'investigation, qu'il a déjà combattu, qu'il a plus d'action, il engage l'ennemi, il se prend une attaque, pas gênant, il doit avoir un précieux souvenir ou un manteau de cuir pour encaisser. Il inflige un dégât à l'ennemi. Pendant la phase des ennemis, l'ennemi l'attaque, il a son couteau de survie, puis éventuellement, il finit l'ennemi, enfin il lui inflige tous les dégâts à l'ennemi sans avoir utilisé une seule action. Entraînement au combat, l'aplomb qui donne du combat et de l'agilité. Ouais. Quand on joue le combat, en général on a rarement l'utilisation de l'agilité. Quand on joue à l'agilité, on combat assez peu, du coup je suis pas fan de cette combinaison là. Planche anatomique en multijoueur, ça diminue la menace représentée par un ennemi de façon significative, mais comme c'est un ennemi non élite, je pense qu'il n'y a qu'en solo que ça servira beaucoup. À 2 investigateurs ou plus, vous aurez votre combattant pour se charger des ennemis. Théorie scientifique, c'est un aplomb beaucoup plus intéressant vu qu'il donne des bonus en intelligence et en force. Du coup, vous jouez en solo avec vous jouez avec un investigateur en solo, vous pouvez booster vos combats, vous pouvez booster vos enquêtes. Très intéressant. Notamment donc pour Roland Banks, pour Joe Diamond ou un chercheur que vous voudriez tenter en solo. Ce que moi je ne fais encore jamais. Coup de poing américain, inutile. Ouais. Téméraire, bonus en agilité, bonus en volonté, bonus en agilité. Le bonus en volonté aidera les truands qui ont une volonté faible, comme Skids et Finn, les aideront contre le deck de rencontre. L'agilité, ça peut servir dans plein de circonstances pour des truands, et la combinaison des deux va être intéressante, soit donc pour tous les truands qui ont besoin de l'agilité et qui ont une volonté faible, soit pour Séphina Rousseau. David Renfield, pour pas cher, c'est plus en volonté, c'est de la génération de ressources chaque tour. Il faudra prévoir dans son deck 1 ou 2 solutions pour s'en débarrasser quand il a trop de fatalité sur lui. Inébranlable, plus 1 pour les cartes sorts, oui c'est intéressant en mystique, même si la plupart du temps ça reviendra un plus 1 en volonté. Précieux souvenir, oui, encaisser 2 horreurs sans avoir à payer pour poser la carte, c'est très intéressant si votre investigateur est faible en santé mentale ou si c'est un tank. Courageux, bonus en volonté et en intelligence. Oui, si vous avez un survivant qui est plutôt orienté sur les caractéristiques physiques, ça pourrait être intéressant. Ensuite, il faudra voir si vous arrivez à lui faire générer assez de ressources. Et enfin, les 4 compétences désespérées. Un bonus en plus 4, c'est bien. Atteindre
Une santé mentale restante de 3 ou moins, c'est assez rapide pour les combattants, qui parfois n'ont que 5 en santé mentale à la base. Et dans un deck basé sur Yaotl, ça sera toujours très intéressant. Vous utilisez la carte une première fois et grâce à Yaotl, vous bénéficiez pour un deuxième test de ces bonus. Bon ben voilà, c'est tout pour ce pack. Au final, il y a 3 bonnes cartes et les 4 compétences qui sont efficaces dans les decks conçus autour. Plus théorie scientifique éventuellement pour un gardien-chercheur, un gardien ou un chercheur en solo. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bonne journée et à la prochaine. Au revoir.